Nous allons donc commencer, si vous voulez bien, cette session sur l'homme réparé. Avant que nos intervenants se présentent, parce qu'il en manque un ou deux d'ailleurs, j'aimerais juste faire un petit préambule, parce que nous allons parler de l'homme réparé. Qu'est-ce que c'est que la réparation de l'homme ? Pas de grand laïus historique, mais vous pouvez voir derrière moi ce tableau de Fra Angelico que tout le monde connaît, qu'on appelle souvent Saint Côme et Saint Damien, qui sont les patrons de la médecine et de la chirurgie française, entre autres. On voit que ce patient qui a été manifestement amputé d'une jambe bénéficie d'une greffe. Donc la réparation qui a été faite avec la jambe d'un Éthiopien qui était décédé peu de temps avant, c'est ce que dit la tradition. Et cette intervention daterait, semble-t-il, du IIIe siècle. Donc vous voyez que la réparation de l'homme, qui passe par un certain nombre de gestes chirurgicaux, il y en a eu un là forcément, puisqu'il s'agissait d'une tumeur, passe aussi par un système de transplantation. Ça peut passer aussi par un système prothétique. On a vu assez récemment exhumer sur une momie, on a retrouvé une prothèse de gros orteils qui était réalisée en bois, magnifiquement sculptée. Et donc vous voyez que la réparation de l'homme, que ce soit une réparation chirurgicale, que ce soit une transplantation, est un souci important. L'actualité, notamment dans les Caraïbes à l'heure actuelle, me permet un petit préliminaire pour dire que de tout temps, l'homme a cherché à réparer les misères que pouvait lui faire la nature. Et on sait à l'heure actuelle que de nombreuses interventions chirurgicales, bien évidemment, vont être nécessaires pour réparer tous ces gens dans les Caraïbes, et que sur un plan, ça c'était pour le plan personnel de chacun des patients ou des blessés, et sur un plan général, en termes de santé publique, le travail va être très important et va être en quelque sorte très lié au travail de réparation de chacun, dans la mesure où bien évidemment les financements qui peuvent être faits pour l'un seront forcément pris dans une enveloppe commune. Bref, il faudra aussi que cette réparation tienne compte à la fois du coût et de la technicité qui sont bien évidemment en relation très étroite. D'autres questions au sujet de la réparation. Est-ce qu'il n'existe pas, et c'est la question que je pose à l'ensemble des intervenants, est-ce qu'il n'y a pas un glissement de la médecine, du soin, en quelque sorte à la performance, grâce aux techniques réalisées et aux bienfaits, bien sûr, que ça peut entraîner, mais est-ce que, d'une certaine façon, on n'est pas en train de transformer le normal, la normalité, où mettons la barre entre la réparation et l'augmentation? Alors, je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de mes collègues demain qui feront une intervention sur l'humain augmenté, l'homme augmenté, mais effectivement, il est difficile à l'heure actuelle de ne pas envisager que les deux ont des rapports, surtout dans la mesure où, sur le plan juridique, les médecins sont tenus, et notamment les chirurgiens, à opérer selon les données actuelles de la science. Les données actuelles de la science ne sont pas forcément les découvertes de la veille. Quel est le positionnement de chaque chirurgien par rapport à ça? D'autre part, et un autre problème peut se poser, est-ce qu'il n'y a pas dans cette réparation un risque de perte d'autonomie du patient? Est-ce qu'il n'y a pas, et ça a été dit déjà tout à l'heure à propos du diabète, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'intrusion des capteurs, des prothèses, des objets connectés vis-à-vis de ces problèmes de santé qui nécessitent une réparation? Je vais donc laisser chaque intervenant
se présenter un petit peu pendant quelques minutes pour vous faire part de l'état de leurs recherches, pour vous faire part de leurs soucis actuels, de leurs pratiques quotidiennes et de la façon dont ils envisagent chacun des problèmes que je viens d'évoquer, qui sont des problèmes de choix finalement, donc des problèmes d'éthique à partir du moment où une ambiguïté se pose, enfin, où deux chemins se présentent, lequel des deux choisir? Est-ce que c'est toujours au chirurgien de choisir? Est-ce que c'est à la société de le faire? Autant de questions qui ne rencontrent pas forcément de réponses évidentes. Donc je vais laisser chacun de mes intervenants se présenter et faire un petit peu un état des lieux de leurs travaux. Si vous voulez bien. Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez aller là-bas si vous souhaitez. Oui, oui. Donc moi je me présente, je m'appelle Jean-Louis Gros. Je me présente, je m'appelle Jean-Louis Groslot et je suis professeur de chirurgie plastique à l'hôpital Rangueil. Donc oui, c'est sûr que la chirurgie plastique, c'est quoi? Enfin, il faut regarder simplement chaque mot. C'est tout ce qui se voit, quoi, tout ce qui se perçoit. Elle est dite réparatrice et esthétique. Déjà, il y a quand même pas mal d'ambiguïté là-dedans. À partir de quel moment on est réparateur et à partir de quel moment on est esthétique? Il y a des définitions qui peuvent... à mon avis, la question qu'on posait tout à l'heure, c'était celle de l'homme augmenté. Si on est complètement naturel, c'est-à-dire si on vit comme des animaux, ben, on ne se soigne pas, on subit, mais dès qu'on intervient en matière de réparation, eh ben on est augmenté, parce qu'on augmente sa performance, on augmente sa durée de vie. Vous allez me dire, la chirurgie esthétique, ça augmente quoi? D'accord? Alors je vais être trivial, je veux dire, vous prenez une femme, vous l'augmentez des seins. D'accord? Vous augmentez peut-être sa performance séductrice. Donc vous l'augmentez d'une certaine manière. Alors j'ai juste choisi, pour aller vite, quelques exemples. La chirurgie plastique, c'est quoi? C'est des malformations. Okay, on n'est pas dans le domaine de la... Là, on est dans le domaine de la réparation. C'est quoi? Ça veut dire qu'ils sont suffisamment variants par rapport à la moyenne pour considérer que ce n'est pas une disgrâce, c'est une malformation. Là, il y a une asymétrie mammaire, on peut la corriger, c'est très bien. Mais la chose qui est importante, c'est... Là, c'est la même chose, mais à la suite d'une mutilation pour survivre. C'est un cancer du sein. On peut vivre sans sein. Oui, mais on vit mieux avec un sein. Ça, c'est la définition de l'OMS. L'OMS dit que la qualité de vie, ça rentre aussi dans le domaine de la santé. À mon avis, c'est des problèmes éthiques. On peut aller un peu plus loin, il y a des accidents de la vie. Aujourd'hui, ça, c'est des séquelles d'amaigrissement. On sait que pour vivre vieux, c'est pas bon d'avoir des grandes obésités. Ok, on est capable de faire maigrir les gens, on est capable même de leur proposer des interventions chirurgicales, mais il en reste des séquelles qui peuvent altérer la qualité de vie, dans le sens où, voilà, elle a un gros panicule adipeux, elle a des plis, ça macère, etc. Et puis c'est moche, elle vit mal. C'est-à-dire que, elle vivra vieille, mais elle vivra mal. Là, donc je ne veux pas traîner sur ces exemples, mais pour nous, c'est très compliqué. On parlait tout à l'heure de barrières, et pour nous, c'est très compliqué de savoir quelle est la barrière entre cette chirurgie. Parce que j'aurais très bien pu vous montrer quelqu'un avec qui on avait réimplanté un bras, c'est de la chirurgie plastique aussi. Il y a une dimension fonctionnelle. Et pour nous, fixer la barrière, à mon avis, il n'y en a pas. Et la barrière, elle est fixée par quoi? Elle est fixée par l'argent, c'est-à-dire que, par exemple, les 3 premières
relevaient de la chirurgie réparatrice, elles étaient prises en charge par les caisses d'assurance maladie. Et les 2 dernières, elles relevaient de la chirurgie esthétique, et donc elles n'étaient pas prises en charge par les caisses d'assurance maladie. Mais est-ce qu'il y a une réelle rupture? Non, c'est des critères définis par les caisses d'assurance maladie qui vont faire ça. Voilà à peu près les problèmes qu'on rencontre, nous, dans notre spécialité. Merci. Bien, je vais me présenter à mon tour. Je m'appelle Camille Dambrun, je suis professeur de chirurgie cardiaque au CHU de Longueuil. Je suis très heureux d'être ici, je remercie les organisateurs. Et brièvement, au travers de quelques diapositives, j'ai pu ici montrer un petit peu déjà quel est le point de départ de mes pensées concernant la réparation de l'homme du point de vue cardiologique, puisque je suis donc chirurgien cardiaque. Alors, nous avons un très vaste champ d'activité en cardiologie médico-chirurgicale. Et parmi Parfait. Et parmi donc tous ces domaines, ce vaste champ d'activité, eh bien j'ai pensé qu'il y avait quand même 4 domaines qui étaient, dans ma spécialité, susceptibles de poser des problématiques d'ordre éthique de façon plus importante. Et les voici. Donc il y a bien sûr la transplantation cardiaque. Après la première greffe effectuée par Christian Barnard il y a presque 50 ans, la greffe cardiaque, comme vous le savez, est rentrée reste le traitement ultime de l'insuffisance cardiaque terminale. Elle est utilisée de façon en clinique quasi quotidienne, mais elle n'en demeure pas moins qu'elle pose des questions éthiques multiples qu'on va évoquer ensemble. Il y a aussi l'assistance cardiaque, que ce soit une assistance de type biologique, c'est-à-dire en injectant des cellules à l'intérieur du cœur, ou que ce soit une assistance mécanique, c'est-à-dire en mettant un dispositif contre le cœur. Ça aussi, ça pose des problématiques. Et puis, il y a le cœur artificiel, bien sûr, au-delà du très médiatique cœur de Carmat dont on va parler. Alors, concernant la greffe cardiaque, on va rapidement dire que la problématique, l'essentiel des problèmes éthiques inhérents à la greffe cardiaque sont la conséquence de cette pénurie de greffons. Il y a un statut de pénurie. Il y a pour un malade, eh bien, on n'a pas un greffon. Quand un greffon est proposé, il y a 2 malades. Voilà. Et donc ça, c'est un problème permanent. Il n'y a pas eu d'amélioration de cet état de données. Il y a une pénurie de greffes de 1 sur 2 et en conséquence, un certain nombre de problèmes éthiques sont posés. Quels patients inscrire sur liste d'attente? Doit-on se limiter compte tenu de la pénurie? Faut-il introduire une limite d'âge? Est-ce qu'on a le droit de marquer de façon fixe une limite d'âge? On pourra peut-être répondre à cette question. Quelle priorité donner aux patients parmi la liste? Est-ce que c'est uniquement des critères d'ordre médicaux? Faut-il introduire des critères extra-médicaux? On peut se poser la question aussi, familiaux, etc. Ensuite, quand on a un appel le soir pour une proposition de cœur, en pratique, c'est ça qui se pose. C'est-à-dire qu'on est, en tant que chirurgien, on reçoit un appel la nuit de l'anesthésiste pour une proposition de cœur d'un donneur. Quel patient choisir parmi la liste des patients? Alors vous allez me dire, c'est selon la gravité. Oui, certes, pour une grande part, mais après, au-delà de la gravité, à même groupe, il y a souvent plusieurs patients pour un cœur. Donc on peut affiner après selon le morphotype, etc. Mais ça n'est pas sans poser des problèmes éthiques individuels, même au médecin, au chirurgien la nuit qui va décider, vous voyez, même si on est très largement aidé par la jambe de la biomédecine dans ses choix. Et puis il y a la réalisation de la greffe cardiaque elle-même.
Au-delà de ça, il y a un concept qui doit être immuable, c'est l'anonymat, vous voyez. C'est-à-dire que quand un cœur est greffé, il faut respecter cet anonymat, c'est-à-dire que le receveur ne sait pas d'où vient ce cœur. Et à l'inverse, le donneur, la famille du donneur, ne sait pas non plus à qui est donné ce cœur. C'est quelque chose de très important aussi, qui est quelque chose qui est quotidien aussi, qui se pose de façon quotidienne chez nous. Alors, voici donc, on est obligé d'abandonner, passer à l'assistance biologique. Je voudrais juste évoquer quelques points et après il y aura des questions. L'assistance biologique, ça fait partie de la recherche actuellement. Ça n'a pas encore fait véritablement la preuve de son efficacité au plan cardiologique, d'accord ? Mais il y a 2 grandes voies de recherche clinique qui consistent à injecter des cellules et qui vont reconstituer le patrimoine cardiaque, d'accord, pour traiter l'insuffisance cardiaque. Ces cellules sont de 2 types bien différents. Il y a d'un côté des cellules autologues, c'est-à-dire que ce sont les cellules du patient lui-même qui sont réinjectées, d'accord ? Soit des cellules médulaires, soit des cellules musculaires. Ou, à l'inverse, il y a des cellules qui sont de type embryonnaire. Et là, ça soulève des questionnements d'ordre éthique, vous voyez ? Des cellules embryonnaires, certes d'embryons in vitro, d'embryons surnuméraires, mais le prélèvement de ces cellules entraîne la mort de l'embryon. Voilà, donc ces 2 voies de recherche, avec là, effectivement, un questionnement d'ordre éthique. Et puis, il y a l'assistance mécanique. Depuis maintenant une quinzaine d'années, si vous voulez, on peut traiter l'insuffisance cardiaque avancée en mettant en place une turbine. Donc il s'agit bien de réparation cardiaque. On met en place une turbine contre le cœur pour augmenter le débit cardiaque. C'est un traitement qui est validé, d'accord, par les instances, parmi les indications classiques du traitement de l'insuffisance cardiaque. C'est soit en attente de greffe, soit en traitement définitif. Donc là, on va réparer le cœur malade en augmentant avec cette turbine le débit, mais au prix de cette réparation, on va, comme vous le disiez, déformer le patient. Pourquoi est-ce qu'on va le déformer ? Eh bien parce qu'il y a ce câble d'alimentation, parce que tout le système n'est pas interne et qu'il faut communiquer l'énergie à la turbine. Par conséquent, la turbine est à l'intérieur, elle est contre le cœur, mais le système d'alimentation et l'ordinateur est à l'extérieur. Il y a donc ce câble de sortie qui modifie l'apparence humaine et qui fait inévitablement que ça pose des questionnements et qu'on est amené à limiter cette technique à certains patients qui sont prêts à accepter cette déformation de l'aspect physique. Vous voyez, on ne peut pas l'envisager chez un jeune, une jeune femme. Il y a aussi des contraintes quotidiennes. Donc on attend beaucoup des progrès de la médecine et de la technologie pour essayer de rendre le système totalement interne et pour s'affranchir de ces problèmes. Je vais passer là aussi et puis évoquer évidemment le cœur artificiel. Au-delà du très médiatique cœur de Carmat, il faut savoir quand même que le cœur artificiel existe depuis déjà de nombreuses années et que la recherche a démarré il y a plus de 40 ans maintenant, avec des cœurs qui, c'est vrai, sont technologiquement un peu dépassés. Et j'ai présenté celui-ci qui s'appelle le Cardio-West, qui est toujours utilisé en clinique quotidienne. Il est toujours utilisé, ce Cardio-West. C'est un cœur artificiel total, mais qui est basé sur une technologie un peu ancienne, qui pose donc des problèmes, parce que c'est une technologie pneumatique. Donc c'est un matériel qui va réparer l'humain, là au prix de sacrifices importants sur son quotidien. C'est un matériel qui est bruyant déjà. Le système pneumatique est bruyant et donc ça rend la vie très difficile pour ces patients. Et il n'est pas éthiquement souhaitable, concevable d'envisager ce traitement en définitif, vous voyez. Donc ces patients qui sont porteurs d'un Cardio-West restent hospitalisés en attente d'une greffe. Voilà. Donc ça, ce sont ces premiers cœurs artificiels, mais toujours utilisés. Et puis, il y a évidemment le cœur artificiel Carmat qui a été développé suite à la collaboration entre le professeur Carpentier et la société EADS et des ingénieurs de EADS qui ont conçu ce cœur qui est quand même extrêmement novateur. C'est un produit français, mais extrêmement novateur et sophistiqué parce qu'il a plusieurs caractéristiques. Il en a 3 au moins qui sont quand même vraiment particulières. Il est d'abord totalement biocompatible, c'est-à-dire que les surfaces qui sont au contact du sang sont des surfaces de type biologique et qui sont traitées, et donc il est censé moins réagir avec le sang. Première chose. Deuxièmement, il est bardé d'électronique et son système de motorisation est très complexe et fait appel à 2 moteurs électro-hydrauliques qui permettent l'éjection du cœur, l'éjection alternative du ventricule gauche et du ventricule droit. Et puis, c'est un système qui est pourvu d'une gestion automatique du débit sanguin à l'effort, vous voyez. Mais là aussi, il y a des limites qui posent des problèmes aussi au plan éthique. C'est que, eh bien, on ne peut pas le donner à tout le monde.
Pourquoi? C'est parce qu'il est gros actuellement. Il pèse 900 grammes et il n'est pas compatible avec tous les morphotypes, en particulier avec les morphotypes de femmes. Et il faut faire au préalable un scanner avec une reconstruction en 3 dimensions, vous voyez les images en bas, pour s'assurer que le dispositif peut être implanté dans le thorax. Donc ça pose quand même des problèmes actuellement. Et puis, il y a quand même les résultats des 5 premiers patients. Là, je vais passer très vite, on en rediscutera, mais en gros, il y a eu 5 patients implantés dans le cadre de l'étude de phase 1, puis le démarrage de la phase 2. Sur les 5 patients, seuls les 2 premiers ont posé des problèmes de dysfonction du cœur. Les 3 autres sont décédés sans qu'il y ait aucune anomalie de fonctionnement du cœur. Donc ça, c'est un point important, et en particulier le dernier patient décédé l'an dernier est décédé parce qu'il a été opéré, il a eu des suites initiales très simples, et il a fait une mort subite en fait. Il a été retrouvé décédé dans sa chambre, on peut en parler là aussi, suite à une erreur de connexion des câbles d'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a eu une erreur dans la manipulation des batteries et le patient a fait un arrêt cardiaque, donc un arrêt du dispositif. Alors l'ANSM, par sécurité, a suspendu l'étude. Et ça a mis beaucoup de temps pour redémarrer, mais on s'est aperçu que le cœur n'avait jamais dysfonctionné et que tout était normal de ce côté-là. Et donc par conséquent, l'ANSM a donné l'autorisation de reprise de cette étude clinique. Voilà pour les problématiques de ma spécialité. Bonjour, je suis Franca Cadblet, je suis chirurgien orthopédiste pédiatre à l'hôpital des enfants à Toulouse, au CHU, dans le service du professeur Saldegosi. Je remercie à mon tour les organisateurs, en particulier le professeur Jacques Lagarrigue, de son aimable invitation à cet événement. Je vais essayer de partager avec vous assez succinctement la problématique à laquelle on peut être confronté dans ma spécialité. Alors, je suis chirurgien orthopédiste traumatologue donc, pour les enfants et les adolescents. Donc, dans ma spécialité, il y a 2 grands volets. La traumatologie qui consiste de manière très synthétique à réparer un os fracturé ou à réparer une structure nerveuse survenue lors d'un accident. Donc, ce volet-là prête assez peu ou pas à un débat éthique finalement. Le deuxième volet est plus intéressant de ce point de vue-là, c'est l'orthopédie. Qui va consister à réparer, pour coller au thème, redresser étymologiquement avec Nicolas Andry qui avait en son temps créé ce symbole de notre spécialité, l'orthopédie, qui est l'arbre tort. On voit un arbre qui est de manière très importante tordu et qui est redressé par un piquet. Donc c'est dans ce volet-là, je pense, qu'il y a débat, et je veux partager avec vous une situation clinique que j'ai encore rencontrée hier matin à 2 reprises, qui est celui de l'allongement chirurgical des os. Donc vous savez que la taille d'un os est déterminée génétiquement, je vois mes confrères généticiens, mais elle peut être altérée par divers événements, que ce soit un traumatisme, une infection, une tumeur, une anomalie congénitale également. Là aussi, il y a 2 volets. Il y a une inégalité longueur des membres, c'est-à-dire qu'un patient se retrouve avec un membre plus court que l'autre. Il y a des indications permettant d'aider la décision du chirurgien, bien sûr, qui sont assez claires. C'est-à-dire que pour une différence de longueur des membres de moins de 2 cm, on va utiliser une orthèse, c'est-à-dire qu'on va mettre une semelle dans la chaussure du commerce, éventuellement avoir une chaussure spécialisée. Pour des différences plus importantes, on peut procéder à cet allongement des os. Donc l'histoire nous ramène aux années 50 où pour la première fois un chirurgien russe a créé une fracture, c'est-à-dire une ostéotomie, et s'est aperçu qu'en séparant très progressivement les 2 extrémités, les 2 segments osseux, il allait produire de l'os comme une fracture qui tous les jours allait gagner un petit peu, 1 millimètre en l'occurrence tous les jours. Opération en ce temps-là extrêmement lourde et grevée d'importantes complications, mais avec l'évolution technologique, on arrive aujourd'hui à procéder finalement au même principe avec des implants qui sont entièrement à l'intérieur de l'individu, motorisés avec des moteurs très précis, très puissants, encapsulés, stériles et commandés directement par le patient. Alors il s'avère que notre CHU est le seul centre en France qui propose
ce genre de cette technologie-là, qui est bien évidemment, vous vous en doutez, assez coûteuse. Et donc, pour les inégalités de longueur, ça rend des services très importants parce que ça permet de diminuer un taux de complication qui est classiquement de plus de 100%, c'est-à-dire qu'au cours d'un tel programme, le patient va au moins présenter une complication à aujourd'hui 15 ou 20% de complications, ce qui est beaucoup plus acceptable. Alors, pour une jambe plus courte, c'est assez clair, je vous l'ai dit. Ensuite vient une problématique clinique qui rappelle celle que vous a exposée le professeur Grolot, qui se rapproche un petit peu donc de l'esthétique, c'est les gens qui se plaignent de leur petite taille. Alors là aussi, il n'y a pas vraiment de normes très précises, c'est-à-dire qu'on ne va pas décider d'allonger un homme qui fait 1,49 m et refuser à celui qui fait 1,50 m. Donc, on est confronté à cette situation où il y a quelqu'un qui manifestement rapporte un mal-vivre au quotidien. Pour les plus petites tailles, il y a des difficultés tout simplement pratiques à accéder à un paquet de pâtes au supermarché, à arriver aux pédales de son véhicule. Pour d'autres, c'est un petit peu plus difficile à cerner. Et même avec l'aide d'un spécialiste, en l'occurrence d'un psychiatre, c'est extrêmement difficile de pouvoir prendre la décision du patient que l'on va pouvoir prendre en charge ou non avec ces techniques-là, bien entendu en considérant, vous vous en doutez, les pressions économiques actuelles. On peut aussi évoquer l'apport technologique récent dans ma spécialité qui permet l'appareillage performant, notamment des amputés. Il y a eu une révolution il y a quelques années avec l'apparition des prothèses qui ont une gestion électronique. Donc la grande différence fonctionnelle se fait lorsque l'on peut conserver ou non l'articulation du genou. Généralement, quand on conserve le genou, on a des performances, un rendement à la marche, voire à la course, qui est quasiment équivalent à celui d'un sujet valide. J'en veux pour preuve ce tristement célèbre Sud-Africain qui arrive à battre sur une course de 100 mètres ou 200 mètres les sujets valides. Je dis tristement parce qu'il est en prison. Par contre, pour les gens pour lesquels on ne peut pas conserver le genou, il y avait vraiment un gros handicap avec des difficultés, notamment en descente. C'est-à-dire que pour descendre quelques marches, les prothèses hydropneumatiques obligent d'avoir une canne ou une rampe. Avec l'avènement des nouvelles prothèses, avec une gestion électronique, la prothèse connaît exactement la position dans laquelle se trouve le sujet et permet d'anticiper une descente. Et je vous encourage à regarder, si vous avez l'occasion, sur Internet, sur YouTube, vous avez des exemples de cette prothèse. Initialement, ça s'appelait le Sea-Leg, c'est des marques allemandes qui permettent à quelqu'un de descendre des escaliers sans canne alors qu'il est amputé de cuisse, c'est-à-dire qu'il a un moignon de membre qui fait quelques centimètres. Voilà les sujets de réflexion, de discussion que je peux vous proposer. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Moi, je suis le professeur Gérard, je suis anesthésiste réanimateur au CHU à Toulouse. Et donc, je suis à la fois anesthésiste et réanimateur, donc je m'occupe des patients en réanimation, en particulier en réanimation neurochirurgicale. Et je suis aussi, et c'est aussi pour ça que je suis invité aujourd'hui, et je remercie d'ailleurs les organisateurs, directeur du centre de simulation du CHU, où on essaye d'apprendre aux médecins à faire leur métier et à des problématiques qui peuvent être aussi éthiques. Donc moi, pour cette discussion, je pense qu'il y a 3 points qui nous rapprochent. Bien entendu, ce qui est évident, c'est le premier titre, c'est en réanimation, on essaye de réparer des gens qui sont très malades, qui peuvent avoir des maladies chroniques. Et une des questions éthiques quotidiennes, c'est jusqu'où aller. L'évolution depuis des années, c'est d'avoir des patients en réanimation de plus en plus graves, d'aller vers les techniques de plus en plus lourdes, et après de réfléchir à est-ce que ça vaut le coup de continuer ou est-ce qu'il faut s'arrêter. Et donc c'est une discussion quotidienne de réparer jusqu'où, au prix de quelles séquelles, est-ce qu'elles sont acceptables sur le plan éthique, au prix de quelles
coût aussi pour la santé, parce que cette discussion, elle est quotidienne dans un environnement où les places de réanimation ne sont pas extensibles à l'infini. Et donc cette discussion éthique de la réparation à tout prix, ou en tout cas d'un être humain, est une question quotidienne et pour laquelle une discussion éthique est vraiment intéressante et elle se passe de façon vraiment quotidienne au lit du malade. Le deuxième point que je voudrais aborder, parce que ça recoupe un peu les orateurs précédents, c'est, ok, on collecte beaucoup de données. Moi, la première chose que je fais quand un malade arrive en réanimation, c'est je le surveille je mesure des choses. J'ai regardé ce matin, là, sur le malade de réanimation, je mesurais 27 paramètres en même temps. Et vous me demandez lequel est le plus important, je ne peux pas vous répondre. Ce qu'on a fait, ce que tous les médecins ont fait, et c'est une tendance très lourde, c'est que on a introduit de la complexité dans nos soins. Ça veut dire que, en fait, les soins aujourd'hui sont beaucoup plus compliqués qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on mesurait 3 paramètres chez un malade de réanimation. Aujourd'hui, on en mesure 27 ou 28. Parfois, on peut en mesurer 50. Et peut-être que dans 20 ans, on en mesurera 100. Et peut-être que celui qui va sauver des vies, on ne le connaît même pas encore. Et quand on fait de la complexité comme ça, on introduit de l'incertitude et on introduit des problèmes de compréhension entre les personnes. Par exemple, moi, ça m'arrive, quand je parle à un orthopédiste, de ne pas comprendre ce qu'il me dit. Et parce qu'il me parle avec son langage d'orthopédiste. Et quand un orthopédiste me parle, parfois, on ne se comprend pas. Parce que moi, je lui parle de paramètres qui m'intéressent et lui me parle de paramètres qui l'intéressent. On est hyper spécialiste du savoir, on a chacun notre hyper spécialité, parce que c'est devenu très complexe, et qu'on rajoute avec des objets connectés encore plus de complexité. Donc, une des questions que nous, on se pose au quotidien en réanimation, c'est on va mesurer tel paramètre, on peut le mesurer, ok, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça a un bénéfice pour le patient? Un bénéfice en termes de survie, pas un bénéfice... voilà. Est-ce que ça va éviter des traitements inutiles? Ou est-ce que ça va induire des traitements inutiles? Il y a plein d'exemples où on a mesuré des choses qui ont augmenté la mortalité parce que ça avait conduit à des traitements inutiles et dangereux. Et donc cette question-là, elle est hautement éthique. Ok, des paramètres, c'est très intéressant, on mesure des choses, l'intégrer dans une complexité croissante, c'est compliqué. On n'a pas le mode d'emploi, donc ça, c'est compliqué. Ça veut dire que ce n'est pas un moteur d'avion, on ne sait pas comment ça fonctionne vraiment, on a quelques certitudes, beaucoup d'incertitudes, et on ajoute tous les jours encore plus de complexité. Et un de mes travaux, moi, en tant qu'enseignant, c'est d'essayer de simplifier les choses. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui sert vraiment aux patients? Et donc ça, c'est une question, à mon avis, hautement éthique. Et avoir un paramètre d'un objet connecté à suivre, c'est probablement extrêmement intéressant, mais il y a plein d'autres paramètres. Et qu'est-ce qu'on en fait vraiment? C'est la question, comment on l'intègre en tant qu'être humain, comment on comprend ça en tant qu'être humain, et est-ce que d'autres technologies peuvent nous aider? Et une troisième question, moi, qui m'intéresse énormément, c'est comment on apprend ça à nos plus jeunes, ou même aux gens qui sont déjà formés. Par exemple, le titre, c'est l'humain programmé. Dans le centre de simulation, on a des mannequins qui sont programmés. On fait faire ce qu'on veut aux mannequins. On peut simuler une hémorragie grave au bloc opératoire, on peut simuler une allergie, on peut simuler une chirurgie. Il y a des simulateurs de chirurgie, des simulateurs d'endoscopie, des simulateurs d'anesthésie. Vous pouvez programmer tout ça, des situations assez caricaturales. Et donc aujourd'hui, nos jeunes apprennent sur des humains programmés artificiellement. Toute la question, c'est comment on translate ça à une pratique quotidienne où l'être humain que vous avez en face de vous, il n'est pas aussi simple que votre scénario de simulation que vous avez prévu. Il est beaucoup plus complexe. Et donc, ça rejoint un peu la remarque de monsieur le doyen tout à l'heure, de dire que, en fait, une des choses la plus importante aujourd'hui, c'est d'avoir des médecins qui soient capables de réfléchir sur leur pratique et d'innover tout en ayant une compréhension la plus globale possible. Et ça, c'est un défi en termes d'enseignement et en termes de technologie, parce que on peut faire des choses extraordinaires en technologie, on peut recréer
un être humain artificiel quasiment entièrement. Mais encore une fois, il faut démontrer que ça sert vraiment et que c'est plus efficace qu'un enseignement classique ou un enseignement, on va dire, plus économique. Par exemple, on utilisait beaucoup des mannequins, beaucoup de mannequins, et de plus en plus, on utilise des tablettes pour faire de la simulation. Et de plus en plus, on utilise même des acteurs pour faire de la simulation. Ça veut dire des choses, en fait, un acteur qui va simuler un patient qui a une pathologie, j'ai mal à la poitrine, et une tablette qui va vous simuler ce qu'on mesure habituellement, la fréquence cardiaque, la pression artérielle. C'est extrêmement réaliste et c'est un intérêt pédagogique majeur. Et voilà, donc c'est toute cette discussion autour des technologies pour apprendre aux gens des patients qui sont programmés de façon un peu artificielle par rapport à des choses qui sont plus complexes dans la réalité. Merci bien. Merci à chacun d'avoir exprimé ses premières réactions par rapport à ces problèmes de réparation. Je voudrais un peu vous repousser un peu dans vos retranchements chacun, et je vais commencer par le docteur Akatbled, lui demander à propos de l'inégalité de longueur et de la réparation de ces inégalités de longueur qui ne sont pas toujours extraordinaires ou très importantes. Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps une certaine discordance entre l'espoir ou la demande du patient et la décision du chirurgien ou l'espoir aussi du chirurgien? Est-ce que cette augmentation d'espoir parfois mal placé des patients n'entraîne pas une certaine discordance entre les deux? Oui. Je vous remercie, c'est une excellente question. C'est de la pratique clinique, c'est du quotidien, j'ai envie de dire, et je vais vous répondre assez simplement, dans le sens où nous sommes chirurgiens, puisqu'il y en a trois ici, et c'est l'occasion de rappeler que le chirurgien est un médecin avant tout. C'est-à-dire que dans ces situations-là, ça n'est pas le chirurgien technicien, j'ai envie de dire, fonction à laquelle nous sommes parfois réduits, tout simplement dans des situations ou parfois dans des descriptions qui sont faites de notre activité de manière assez caricaturale. Non, nous sommes des médecins, et à ce titre, c'est à notre âme et conscience que nous devons prendre ces décisions-là en appréciant, comme vous l'avez souligné, tous ces facteurs qui ne sont pas forcément aussi bien mesurables que pourrait le décrire le docteur Gérard. En tout cas, ils ne sont pas accessibles à une mesure très précise, très objective. Donc il faut apprécier, bien entendu, l'histoire de ces patients. Parfois, elle est assez claire, avec une inégalité, comme je l'ai dit, ou une petite taille qui sont expliquées par des éléments médicaux très clairs. Je veux dire, un patient qui a eu une irradiation hypophysaire du fait d'une tumeur en période de croissance. Je veux dire, là, on a des histoires qui sont assez claires, objectives. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile, avec une petite taille constitutionnelle, du fait tout simplement de la petite taille des parents. Et donc là, il faut avoir la possibilité effectivement d'apprécier tous ces éléments, d'en faire la synthèse, et ensuite, encore une fois, comme je le disais, prendre sa décision en son âme et conscience, parfois, malheureusement, au risque de décevoir le patient, mais finalement pour son bien, parce qu'on ne va pas l'exposer aux complications qui ne sont de fait pas justifiées. Monsieur Groslot, votre point de vue sur ce problème que vous rencontrez, j'imagine, assez souvent? Moi, je rejoins complètement ce que disait le professeur Bringer. C'est-à-dire que techniquement, on sera dépassé par les machines. Maintenant, dans le débat singulier qu'on peut avoir, c'est-à-dire que nous, on apporte l'expertise de dire mentalement, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir changer. Il faut déjà leur transmettre, il faut qu'ils arrivent à le comprendre. Et ensuite, il faut qu'eux puissent faire l'analyse de qu'est-ce que ça va leur apporter. Et ça n'est que si eux, si nous, on a suffisamment de garanties pour arriver au résultat, et qu'eux prennent conscience de ce que ça va leur apporter dans leur vie de tous les jours, qu'on peut arriver à prendre la décision commune. Et ça, c'est éminemment médical et humain.
parfois les attentes sont complètement disproportionnées. Et au terme d'une consultation, on peut arriver à simplement... L'exemple type dans notre truc, c'est les dysmorphophobies, quoi. Il y a des gens, ils arrivent en me disant, mais j'ai un truc qui est très laid, et ça me pourrit la vie. Et puis on regarde, et il n'y a rien de très laid, quoi. Donc on peut céder à leur demande. Ça peut être par faiblesse, ça peut être par vénalité, ça peut être pour X raisons. Mais on peut essayer aussi de les convaincre. Eh bien, je peux vous dire que ça marche, quoi. Parfois, il y a des gens qui arrivent et ils disent « j'ai quelque chose », et on repart et dit « non, mais vous êtes très bien, quoi ». Et ils s'en vont et ils sont contents. Donc ça, on est complètement en dehors de... Et clairement aussi, c'est très culturel tout ça, quoi. Parce que le niveau de médecine, le niveau d'inconfort entre l'Afrique noire et un pays occidental, c'est pas le même, quoi. Les gens ne vont pas se plaindre des mêmes choses. Donc tout ça, ça doit rentrer... Et pour revenir au numérique, je pense que l'excès d'informations, l'excès des espérances un petit peu folles, ça peut être perturbant. Donc encore pour rejoindre monsieur, l'individu et le médecin est là pour corriger souvent l'excès d'informations et pour remettre les choses d'aplomb. Monsieur Dambrun, vous nous avez parlé de nombreux appareils, de prothèses. Finalement, est-ce que c'est seulement la pénurie de greffons qui entraîne cette recherche d'une machine qui soit efficace, ou est-ce que c'est parce que vous avez trouvé, ou ceux qui travaillent autour de vous et les autres chercheurs ont trouvé que la machine était finalement plus fiable peut-être qu'un organe greffé? Qu'est-ce que vous pensez de ce... On a pu fonder des espoirs sur effectivement le développement des nouvelles technologies, mais depuis en fait la première greffe cardiaque, il y a maintenant donc presque 50 ans, aucune technologie n'est arrivée à égaler les résultats de la greffe. Et la greffe cardiaque reste le traitement ultime de référence de l'insuffisance cardiaque terminale, avec des résultats qui sont éprouvés à plus de 20 ans. Et donc il y a eu parallèlement à ça évidemment des efforts de fait afin de trouver des solutions alternatives à cause de cette pénurie. Et je n'en ai pas parlé, mais initialement il y avait une recherche assez forte dans le domaine de la xénogreffe. Et la xénogreffe, qu'est-ce que c'est? C'est la greffe à partir de donneurs issus d'animaux. Ça, c'est autre chose. Et on a pensé, il y a une quinzaine d'années, on a pensé que la xénotransplantation, la greffe à partir de cœurs issus d'animaux, allait finalement répondre à cette question de la pénurie. Vous voyez ? Et donc il y a eu cette période qui était très enthousiasmante pour la recherche. Et on s'est tourné vers des donneurs issus, donc soit des donneurs, des xénogreffes issus très éloignés, tels que le porc, par exemple, qui étaient des xénogreffes xénodiscordantes, parce qu'on avait des anticorps naturels contre le porc, mais on s'est dit à l'époque on va arriver à lutter contre cette barrière et à bloquer ce rejet hyperaigu. Donc il y a eu d'un côté toute la recherche concernant les cœurs de porc, il y avait aussi la recherche concernant les dons à partir de cœurs de primates, parce qu'ils étaient moins éloignés que les porcs au plan génétique, on n'avait pas d'anticorps naturels préformés, mais là ça posait des questionnements éthiques extrêmement importants, parce que c'était des espèces il s'agissait des grands singes, donc des espèces qui étaient très proches de l'homme, qui se reproduisaient très difficilement, et donc d'entrée ça a posé des problèmes importants, et puis finalement, après, sont apparus d'autres problèmes. On s'est rendu compte que les xénogreffes, ces espèces étaient pourvoyeuses de rétrovirus. Et qu'on était... Et donc, on le savait chez les primates, mais on l'a trouvé chez le porc. Et on a trouvé des rétrovirus, et au début, on s'est dit, ces rétrovirus ne vont pas pouvoir se transmettre à l'homme. Donc, on a continué cette recherche, et puis, plus on recherchait des rétrovirus, plus on en trouvait. Et puis on s'est aperçu que ces rétrovirus, qui s'appelaient les PERV, étaient capables de se multiplier in vitro.
Et puis on a montré qu'ils étaient capables in vivo de se multiplier. Et là, si vous voulez, ça a posé des problèmes majeurs, hein, puisque à partir de là, on était, avec la greffe, on risquait, en inséminant des rétrovirus, de rendre le receveur malade avec le rétrovirus, mais pas seulement le receveur. On pouvait risquer de créer de nouvelles maladies qui pouvaient se disséminer après dans la collectivité. Donc, si vous voulez, ça a posé vraiment des problèmes importants. C'est pour vous dire que cet aspect de la recherche a créé beaucoup d'enthousiasme, mais vous savez, c'est éteint à tel point que non, je n'en ai pas parlé. Mais je rejoins tout à fait mes collègues. Je crois que de façon plus quotidienne, il est essentiel que les patients prennent conscience des bénéfices, évidemment, mais souvent ils les connaissent, mais surtout des inconvénients et des contraintes liées aux technologies que l'on développe. Parce qu'avec les médias actuels, les patients sont souvent surinformés et souvent n'ont pas conscience encore des contraintes inhérentes aux nouveaux appareils, parce qu'on répare l'humain, mais on introduit aussi beaucoup de contraintes, de déformations. Et c'est essentiel que les patients réalisent cela pour qu'on puisse aller dans ces voies thérapeutiques qui sont complexes et qui nécessitent une adhérence au traitement, un suivi, vous voyez. Et donc, avant de se lancer dans le geste, il faut que chacun ait bien compris les motivations, exactement les détails de l'appareil et les risques. Est-ce que vous pensez les uns et les autres que face à ces innovations chirurgicales, pour une raison ou pour une autre, chacun dans votre spécialité, il faudrait d'une façon ou d'une autre un contrôle des innovations ou un contrôle de leurs utilisations? Alors je sais bien qu'on n'aime pas trop parler de contrôle, notamment au milieu chirurgical, mais... On a un contrôle très serré. Je veux dire, la preuve en est l'étude sur le cœur artificiel Carmat. Je veux dire, cette étude a été interrompue très rapidement. Elle n'a pas été vraiment interrompue. On a arrêté les inclusions très rapidement, alors que l'étude de phase 2 démarrait à peine. Il y avait une étude de phase 1 qui avait montré ses résultats en termes de faisabilité. Et puis, pour l'étude de phase 2, donc on démarrait sur une vingtaine de patients. Le 5e patient donc, allait très bien. Le premier mois, il a eu des suites initiales très simples. Il a fait cette mort subite. On savait pertinemment dans les équipes que cette mort subite était due à une erreur de manipulation de la batterie. En fait, pour vous expliquer, le patient était à l'hôpital. Il était pratiquement sortant. Il avait eu des suites très très simples. Et comme le Carmat, comment ça marche? Avec des batteries, bien sûr. Il y a 4 batteries. Et il y en a 2 d'un côté, 2 de l'autre. Et il faut changer 2 batteries, puis les 2 autres. Alternativement, donc 2 batteries, et puis une fois qu'on a changé les 2 premières batteries, on change les 2 autres. Et il a été trouvé dans sa chambre avec les 3 batteries retirées. Et dans cette configuration, le cœur ne marchait pas. Donc il s'est produit un arrêt du dispositif, si vous voulez, gravissime, parce que quand on met une assistance, une turbine, ça n'est qu'une turbine, on laisse le cœur natif, on aide le cœur. S'il y a une erreur de manipulation des batteries, le cœur continue de fonctionner, plus ou moins, suivant son état de base. Mais là, quand on implante un cœur artificiel, tout s'arrête, c'est du on-off. Et c'est ce qui s'est produit pour ce patient. Et donc on l'a su de suite dans les équipes, que c'était ça. Le problème, c'est qu'il y a eu un tel décalage entre la médiatisation de ce décès, l'absence de détails concernant la cause du décès, l'hyperprotection de la NSM fait que tout a été arrêté. Et donc, vous voyez, c'est quand même, c'est très bien en soi, mais quelque part, quand même, il faut quand même considérer qu'il y a un vrai frein, quand même. Et l'étude a été arrêtée pendant pratiquement plus de 8 mois. Et pendant ce temps, on a des patients qui sont décédés en défaillance biventriculaire, parce que je peux vous garantir qu'il y a un vrai challenge, il y a un vrai besoin. J'ai perdu plusieurs patients de défaillance biventriculaire pendant cette période. J'en ai au moins 3 en tête, qui n'ont pas pu avoir de cœur parce qu'il y avait une pénurie de greffons et à qui on ne pouvait pas mettre de turbine parce qu'actuellement, on ne sait pas mettre une turbine du côté ventriculaire gauche et une turbine du côté ventriculaire droite. On sait à peu près bien mettre une turbine du côté ventriculaire gauche, vous voyez. Mais quand la défaillance est biventriculaire, on n'a pas de réponse. Et on a des patients qui meurent en attente d'un éventuel cœur. Donc il y a un vrai besoin, vous voyez, d'une technologie. Donc là, il y a de vrais espoirs et pourtant, il y a eu un arrêt très prolongé. Donc
Oui au contrôle, attention aux freins excessifs aussi, c'est sûr. Est-ce que c'est le double effet du principe de précaution? Malheureusement. Non, mais la précaution, l'important, c'est de savoir si c'est les décideurs qui se protègent eux-mêmes ou si on protège la population. Il faut protéger la population, mais il ne faut pas que les décideurs se protègent eux-mêmes du risque d'avoir été considérés comme défaillants dans leurs décisions. Je vais laisser au professeur De Guin, qui nous a rejoints, d'abord l'occasion de se présenter, puis de parler un petit peu comme ses collègues des problèmes qu'il rencontre. Je vois une main qui se levait là. On va dans 5 minutes à peu près, madame, je vais donner la parole à la salle. Donc toutes les questions seront les bienvenues. Merci, bonjour à tous. Je vous prie de bien vouloir excuser ce retard. Je suis ORL et m'occupe particulièrement de problèmes de surdité et j'aimerais partager avec vous ce que sont les implants cochléaires. Les implants cochléaires sont des prothèses auditives un petit peu spéciales puisqu'on va les placer par voie chirurgicale chez des patients pour qui on ne peut pas mettre un appareil auditif externe. Ça marche très bien. Les premiers modèles sont apparus dans les années 1970. Dans les années 80-85 sont apparus des modèles extrêmement performants à plusieurs canaux qui permettent aux gens sourds totaux non appareillables de retrouver l'audition et bien sûr la vie sociale et familiale qui l'accompagne. Pendant longtemps, 15 ou 20 ans, l'implant cochléaire a été utilisé chez des personnes adultes devenues sourdes à la suite d'un accident, à la suite d'une infection, à la suite d'une toxicité. Et puis, devant le succès et l'efficacité de ce système, il a été proposé de le proposer à des enfants. Et donc, on a commencé à mettre des implants cochléaires à des enfants de 5, 6 ans, 10 ans, qui avaient déjà entendu, avec un succès, une efficacité extrêmement spectaculaire. Ces enfants, qui eussent été totalement sourds, donc déconnectés de leur environnement, avaient pu reprendre l'école et compléter leur scolarité. Et puis on s'est dit finalement, ça marche si bien chez les enfants qui sont devenus sourds, ou les adultes devenus sourds, qu'un domaine d'application qui jusqu'à présent est resté vierge de toute thérapeutique, c'était les enfants nés sourds, les sourds congénitaux. Et là, on commençait à se poser de véritables problèmes éthiques. Et je voudrais évoquer avec vous 2 d'entre eux. Donc ces implants permettent, quand un enfant naît sourd, de lui rendre l'audition, de lui permettre d'avoir une scolarité normale, d'apprendre un métier et de vivre dans la société que nous partageons. Mais il existe un ensemble, un groupe de personnes qui sont nées sourds, qui sont sourds-muets, qui utilisent le langage des gestes et qui forment une véritable communauté très soudée, très active. Et cette communauté, historiquement, a été négligée pendant plusieurs années, pendant plusieurs centaines d'années, et réhabilitée dans son existence par l'abbé de l'Épée assez récemment. Et l'apparition de cet implant cochléaire les a beaucoup émus. Et ils ont considéré que les thérapeutes qui proposaient cet implant aux enfants nés sourds allaient, pour reprendre leurs termes, décimer leur civilisation. En effet, ils considéraient que la surdité de naissance n'était pas un handicap, mais une caractéristique, et que nous n'avions pas à proposer ce type de traitement aux enfants nés sourds, fussent-ils nés sourds de parents normaux entendants. Et donc il y a eu un conflit qui n'est pas encore totalement apaisé entre la communauté des sourds, sourds-muets, signants et la communauté des soignants qui proposaient, qui n'imposaient pas, mais qui proposaient ce genre de traitement, au point que dans les années 90, je me souviens, les premiers congrès où nous allions, congrès internationaux, étaient littéralement envahis dans les pièces, dans les amphithéâtres, par les communautés de sourds qui venaient avec des sifflets et qui nous empêchaient de communiquer. C'était très très violent. Le législateur a choisi. Le législateur a finalement décidé que devant un enfant qui était né sourd, le choix revenait aux parents de choisir la thérapeutique qu'il allait lui appliquer, soit le langage des signes et l'éducation avec
les écoles spécialisées, soit l'implant cochléaire et la réhabilitation auditive avec une communication orale normale. Les tensions restent quand même assez présentes, ne sont pas totalement atténuées. Le législateur est allé encore plus loin puisqu'il a mis en place le dépistage de la surdité à la naissance, suivant ainsi les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et actuellement, en France, chaque enfant qui naît a un test auditif pour savoir s'il entend ou pas. Il faut savoir que la surdité congénitale représente environ une naissance sur 10 000 donc chez les tout petits enfants, et c'est donc un handicap qu'aujourd'hui on est capable de juguler totalement si les parents le souhaitent. Donc ça, c'est le premier problème éthique que ça a posé. Est-ce qu'un enfant qui naît sourd a un handicap ou une caractéristique qu'il faut respecter, quitte à l'éloigner de sa famille normand-entendante? Question qui n'est pas totalement résolue. Pour nous, thérapeutes, on l'a résolue très clairement. On pense que quand la technologie permet de guérir un handicap, notamment sensoriel, et ce qu'il entraîne derrière, c'est-à-dire l'absence de communication et la difficulté derrière pour travailler et s'intégrer à la société, nous choisissons de redonner l'audition. Le deuxième problème qui a été posé par ces implants cochléaires, c'est un problème de coût. Un implant cochléaire, d'un côté, ça coûte 20 000 €. Si on fait les deux côtés, c'est 40 000 €. Et la réhabilitation qu'il y a derrière, les réglages, les séances d'orthophonie, font que on est entre 35 et 40 000 €. Donc 35 à 40 000 € pour rendre une personne totalement sourde, normand-entendante et réintégrée à sa vie quotidienne. Alors on peut considérer que c'est cher ou pas. Les Anglais sont très forts pour établir ce qu'ils appellent des QALY, c'est-à-dire des rapports quantifiés bénéfices-coûts. Est-ce que ça vaut le coup de soigner à ce prix? Est-ce que ça vaut le coup de guérir une surdité à ce prix? Donc le problème ne se pose pas tellement pour les enfants, parce qu'un enfant va vivre longtemps, et un enfant qui a été réhabilité par un implant cochléaire, il suit une scolarité normale, il a besoin d'un petit soutien orthophonique, mais il suit une scolarité normale, il va faire des études, il va trouver un job, il va se marier, il va faire des enfants, il va s'intégrer dans la société, et si on est un petit peu cynique, il va produire, il ne va pas coûter. Et les Anglais ont fait des calculs en fonction de l'âge des gens, ce que rapportait l'investissement de l'implant par rapport à ce qui coûtait. Nous n'avons pas fait le même genre de démarche. Et la conclusion des Britanniques, c'était de dire qu'au-delà de 65 ans, ça ne valait plus le coup d'implanter une personne. Or, on sait tous qu'on devient un petit peu sourd après un certain âge, et du degré où on part, on peut être plus ou moins dégradé. Donc en France, on n'a pas du tout fait ce choix-là, et on continue d'implanter des personnes âgées. Les résultats sont excellents. Pour exemple, il n'est jamais trop tard. La personne la plus âgée que j'ai implantée avait 85 ans. Mais elle ne pouvait plus parler à ses petits-enfants. Elle ne parlait plus à ses amis. Elle s'isolait, elle vivait seule. Et du jour où on lui a mis l'implant, ça a marché tout de suite. Elle a retrouvé une vie sociale. Le sourire, quand vous y arrivez les gens avec un sourire, c'est merveilleux. Et la reconnaissance dessous de sa famille. Donc en France, on a fait le choix de continuer à investir dans ce type de thérapeutique, quel que soit l'âge. Ce que ne font pas les Anglais. Donc qu'est-ce qui se passe? Devinez, les Anglais viennent en France. Donc il va falloir peut-être considérer cette attitude parce que vous avez vu que c'est une thérapeutique qui est assez coûteuse et l'argent qui est pris pour soigner les sourds, c'est pas énorme, hein, il s'en pose moins de 2000 par an en France, on doit être à 1250 à peu près. Hein. C'est une somme qui n'est pas utilisée dans d'autres domaines pour développer des clous orthopédiques intelligents, des lambeaux vivants ou des choses comme ça. Donc à un moment donné, le législateur doit faire des choix. Pour nous, il semble que les choix qu'il a faits sont excellents. Mais je pense que ça mérite d'être discuté. Merci bien. Est-ce que vous pensez tous que c'est au... Vous pensez tous que ce soit au législateur de contrôler ces investissements-là, de fixer effectivement une deadline, si je puis dire, dans tous les sens du terme, un âge limite pour être opéré, pour avoir de la rééducation à la suite d'une prothèse de hanche ou de ne pas en avoir
Malheureusement, on n'a pas trop le choix parce que c'est le gestionnaire de l'assurance maladie en France. Donc, encore faut-il qu'il ait des conseils et peut-être des éléments d'analyse. Mais d'un autre côté, fuir ce choix, c'est aussi aller dans un système de santé qui a des chances, qui peut s'effondrer. Donc ça, c'est un véritable problème. Où on dit on va le plus loin possible, mais à ce moment-là, il faut trouver les moyens de financer un système de santé dont les dépenses sont exponentielles, ou alors on trouve des éléments de choix. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que ça puisse éventuellement entretenir un risque de discrimination entre ceux qui pourront éventuellement mettre la main à la poche pour une rallonge par rapport aux tarifs de la sécurité sociale, ou est-ce que vous comprendriez ce genre d'évolution de la société française, les uns et les autres, sur finalement des spécialités qui quand même toutes relativement coûtent cher en chirurgie? Elle existe déjà, non? Vous croyez pas? Enfin, il y a plein d'exemples où ça existe déjà. Après, moi, je reviens sur l'exemple anglais, qui est un bon exemple, je pense. Et puis, moi, j'ai vécu 1 an en Angleterre, et c'est vrai qu'en Angleterre, il y a beaucoup plus de gens qui sont avec des déambulateurs en fauteuil roulant, simplement parce qu'ils attendent leur prothèse de hanche. Et on a la chance en France de ne pas encore en être là. Mais si vous avez dépassé le quota de prothèses auquel vous êtes autorisé en Angleterre, eh ben, vous attendrez l'année d'après. Et c'est vrai que l'homme réparé en Angleterre, il est moins souvent réparé pour des raisons économiques. Et par exemple, moi, dans ma spécialité, si vous avez plus de 80 ans en Angleterre, que vous êtes insuffisant respiratoire, vous ne rentrez pas en réanimation. Parce que le coût-bénéfice n'est pas en faveur. Alors, en France, on n'est pas encore à cette question-là, mais il a été décidé en Angleterre que le prix à payer pour réparer potentiellement ce patient n'en valait pas la chandelle. Et voilà, moi, ma réanimation, je coûte 3 000 € par jour et par patient. Et on ne peut pas le mettre de côté. C'est-à-dire qu'on n'y est pas encore, mais on sent qu'on y arrive et que cette rationalisation des moyens, elle existe et on va devoir la prendre en compte. Parce que, comme ça a été dit, tout coûte de plus en plus cher. Mais ça rejoint un peu le problème d'éthique aussi, faut-il se battre pour sauver des gens qui, peut-être, n'ont même pas la volonté de vivre. Parce que, je vous donne un exemple, nous, on est un centre de Grand Brûlé, on a des gens qui sont immolés. On sait pertinemment qu'ils auront une réhabilitation qui sera probablement médiocre en termes fonctionnels. Et ensuite, l'expérience montre que certains d'entre eux, même avec des séquelles graves, sont heureux de vivre. C'est extraordinairement difficile, ça, de faire des choix. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est odieux de devoir faire le choix économique quand on doit faire le médecin. Il faut le laisser se concentrer. Alors, il faut qu'il donne des éléments aux décideurs financiers, mais il ne faut pas lui demander de faire le choix lui-même, parce que ça, il est incapable de le faire. Il peut faire le choix médical, il peut faire le choix éthique, mais il ne peut pas faire le choix financier. Or, est-ce qu'on échappera indéfiniment au choix financier? Moi, personnellement, je ne le crois pas, quoi. Parce que la médecine se développe avec des technologies qui sont de plus en plus chères, et je ne pense pas que nos sociétés pourront les financer de façon absolument égalitaire. Donc, moi, ça m'inquiète un peu, mais bon, je pense qu'on n'y échappera pas. On va passer, si vous voulez bien, aux questions de la salle. Madame qui attendait depuis très longtemps, je crois, non? Oh, pardon, elle est partie. Non, c'était juste une question annexe pour Monsieur Dambrun. C'était par rapport au patient là c'est lui qui a enlevé ses 3 batteries. Est-ce qu'il en avait marre de vivre peut-être? Alors ça, dans le fond, on ne le sait pas, si vous voulez. Le patient a été trouvé, semble-t-il, donc dans sa chambre.
décédé avec les câbles déconnectés. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il était dans l'idée, enfin, c'était pas un patient à Toulouse, hein, d'abord, vous le savez, hein, c'est un patient qui était pas à Toulouse, mais d'après ce que j'ai su auprès de mes collègues, c'est qu'il était sortant, ce patient, il était potentiellement sortant et motivé à l'idée de rentrer à la maison, donc rien ne laissait penser, et rien ne laisse penser que c'était une attitude volontaire de sa part. Probablement une erreur de manipulation. Pardon ? Suicidaire. Ah non, semble-t-il absolument pas. Non, il était motivé pour rentrer à la maison. Il n'était pas loin de rentrer à la maison. Il faut savoir que 2 patients de l'étude de phase 1 sont rentrés à domicile. Sur les 4 premiers patients, il y en a 2 qui ont pu rentrer à la maison, alors qu'actuellement, avec la technologie actuelle, il est impossible avec un corps artificiel d'envisager un retour à domicile. Donc il y a une réelle potentielle avancée. On a beaucoup d'espoir devant ces technologies, c'est sûr, qui sont extrêmement novatrices. À présent, il faut renforcer la sécurité du dispositif aussi, parce que manifestement, il y a eu un problème de manipulation. Le patient avait eu une éducation thérapeutique, une éducation du système, mais quand même, malgré tout, l'erreur a été faite. Donc, il faut aussi renforcer la sécurité des dispositifs en empêchant l'ablation de la fameuse 3e batterie. Il y a des possibilités là aussi parce que, encore une fois, par rapport à l'assistance ventriculaire, là, on n'a aucune sécurité. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un dispositif qui remplace totalement le cœur. Donc, on n'a pas le droit d'avoir une dysfonction, ne serait-ce que de quelques secondes. Donc juste un commentaire, question, si vous le voulez bien. Jusqu'à il y a 5 ans, j'ai eu le plaisir, l'honneur d'être chirurgien cardiaque également. Et je voulais rappeler la difficulté parfois de l'association et de la conjonction éthique et urgence. Ça a été un petit peu évoqué dans certains des propos qui ont été avancés. Et je pense en particulier au problème des pacemakers chez les personnes très âgées. Et je me suis confronté à de nombreuses reprises avec des cardiologues qui implantaient systématiquement des dispositifs très sophistiqués et relativement coûteux contre l'avis de la famille à des patients de 94-95 ans atteints de maladie d'Alzheimer ou de sénilité profonde. Et pour ses confrères, il était difficilement envisageable de ne pas implanter ce pacemaker, ce qu'il faisait dans des conditions qui sont sur le plan éthique parfois un peu discutables. Donc voilà, dans nos métiers parfois, dans l'urgence, il peut y avoir aussi des questions éthiques qui se posent et ce n'est pas toujours facile à résoudre. Merci monsieur de cette expérience. Une autre question peut-être ? Oui. Plusieurs d'entre vous se sont posés à partir de quand on répare ou on ne répare pas la personne. Moi, je dirais, je m'appelle Agnès V, je suis pasteur aumônier hospitalier au CHU. Et moi, je suis dans l'accompagnement et l'écoute des patients et des familles. Je dirais à partir du moment où la vie est insupportable. C'est quelque chose, dans le fond, de très personnel. À partir de quand je me sens capable de continuer ma vie avec une amputation, avec une grosse cicatrice, avec une malformation. C'est vraiment, je pense que il n'y a que la personne qui peut le dire. Et ce que j'ai entendu, c'est que dans le colloque singulier entre le patient et le médecin, la crise peut se dénouer. Tout d'un coup, la personne peut se sentir restaurée dans son image. Et puis, une autre question au réanimateur. Effectivement, quand est-ce qu'on ranime, quand est-ce qu'on ne ranime pas ? En amont, moi je pense que se pose la question des directives anticipées. Est-ce que vous, les chirurgiens, et globalement, le corps des médecins et la société plus globalement, abordent de front cette question ? Parce que c'est sûr, il ne faut pas
attendre la réanimation, l'étape de la réanimation pour aborder la question. Mais moi-même, j'ai un vieux papa, il a 85 ans, il a plusieurs pathologies et il a rédigé ses directives anticipées. Il a dit dans quelle situation il ne souhaitait pas être réanimé. Et je pense que et quelque part, ça le rend sujet de sa propre histoire, ça le rend responsable de sa vie. Voilà. Donc je voulais savoir si vous abordiez cette question dans les situations les plus critiques, avec les personnes de confiance des patients, avec les proches, si la personne ne peut plus s'exprimer. Alors, mes collègues, je pense, auront leur mot à dire aussi, mais bien sûr qu'on l'aborde de toute façon, on n'a pas le choix parce que la loi nous oblige à l'aborder. Donc si on ne le fait pas, on est hors la loi. La loi Claes-Leonetti de l'année dernière nous oblige à prendre en compte les directives anticipées qui sont devenues contraignantes. C'est-à-dire qu'elles contraignent les médecins, on doit les suivre. Un des points majeurs de cette directive anticipée, c'est qu'il faut qu'elle soit appropriée à la situation. Par exemple, si on vous demande à toute la salle, là, est-ce que vous voudriez être tétraplégique? Personne ne dirait, est-ce que vous voudriez vivre tétraplégique? Accepter. Tout le monde, 90% des gens diraient, bien sûr que non, je préfère mourir si je suis tétraplégique. Quand vous demandez aux tétraplégiques, 1 an après leur accident, est-ce qu'ils préfèrent vivre ou mourir? 50% disent qu'ils préfèrent vivre. Et donc, la directive anticipée de dire « je ne veux pas vivre si je suis tétraplégique » n'est pas appropriée, puisqu'en fait, on ne sait pas ce que c'est être tétraplégique. Vous voyez? Et donc, en fait, c'est dans la discussion. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. La semaine dernière, on a suivi une directive anticipée de quelqu'un qui avait écrit « je ne veux pas être réanimé ». Et cette personne expliquait qu'il s'occupait de sa femme depuis 1 an, qui avait un handicap lourd, et qu'il ne voulait pas avoir de handicap lourd. Dans la discussion entre les médecins, il y a eu mais cette personne sait ce que c'est avoir un handicap lourd. C'est-à-dire qu'elle a vécu de... Donc, cette directive anticipée, lui, il risquait d'avoir un handicap lourd, elle est appropriée parce qu'il a complètement intégré le fait que c'est une directive anticipée. Et donc, bien entendu, on a suivi cette directive. Si vous avez un cancer et que vous avez réfléchi à la fin de votre vie, cette directive anticipée est appropriée. Mais si vous avez, par exemple, si vous faites une infection pulmonaire, et qu'il faut vous mettre en réanimation et vous mettre des antibiotiques et vous faire 10 jours de réanimation et qu'on va vous guérir. Mais que vous avez écrit dans la directive anticipée, je ne veux pas être admis en réanimation. En fait, cette directive anticipée n'est pas appropriée, puisqu'on va vous guérir en réanimation. Et donc, toute la discussion, aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que cette directive anticipée est appropriée? Et bien entendu, on discute avec les proches, on discute avec les patients quand c'est possible, et toute la discussion, c'est quand c'est en urgence, c'est compliqué. Il faut prendre des décisions en urgence et il vaut mieux, aujourd'hui, la tendance est plutôt de faire et après de s'arrêter si on s'est trompé. Et plutôt que de ne pas faire et de dire oui, mais c'est parce que on ne peut pas faire des choses irréversibles sans avoir pris le temps d'y réfléchir. Et donc, si la directive anticipée est clairement appropriée, bien entendu que tous les médecins la suivent. Il n'y a pas un médecin qui va faire l'avis contraire d'un patient, bien entendu. Mais il faut qu'elle soit appropriée à la situation. Et c'est dans le cadre de la loi, toute la discussion aujourd'hui éthique est là. Et on s'en sort en discutant entre collègues, avec collégialité. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans notre coin à décider de ne pas réanimer ou de réanimer quelqu'un. Voilà, il a écrit ça, la situation est celle-là, est-ce que la directive anticipée est appropriée? Et on se met d'accord et on discute pas tout seul dans notre coin. Oui, je voulais intervenir sur le fait, comme chirurgien orthopédiste, mais aussi chirurgien de la main. J'ai participé il y a plus de 30 ans aux premières équipes de chirurgie de réimplantation SOS Main de Toulouse. Et le problème de l'éthique en chirurgie, c'est un problème de l'éthique de la décision, mais de la décision individuelle. Et j'aurais bien aimé que Guy Valencien soit là, parce que je suis ses écrits depuis longtemps et je suis assez choqué de certaines choses, en particulier de la distance qu'il semble vouloir mettre entre le centre de décision et l'acte opératoire. Il me semble que si on veut être chirurgien, il faut mêler les deux, parce que l'acte opératoire est le résultat de la décision qu'on prend et cette décision ne peut être qu'individuelle. Et je suis tout à fait Jean-Louis Grolot quand il dit que c'est un problème culturel. Et c'est un problème culturel de la société, et c'est un problème culturel individuel. Parce que quand il n'y a pas longtemps, on a reçu
et je ne suis pas au CHU, on a reçu un monsieur d'une 50aine d'années qui s'était amputé de doigts de façon extrêmement maladroite, si je puis dire, mais ce n'était pas une section franche, il était fumeur, etc. Ce patient voulait absolument qu'on le réimplante. Et nous avons dit non, on ne peut pas vous réimplanter. On veut bien vous faire un lambeau, on veut bien vous faire, etc., mais on ne vous réimplantera pas parce que le coût humain et pour vous, etc., on sait que ça ne va pas marcher, on sait que vous ne serez pas content et on sait que vous aurez des séquelles bien plus importantes. Il a exigé qu'on fasse ça, on a refusé et on l'a transféré. Et il y a une décision qui est importante sur le plan éthique, je crois que c'est le Conseil d'État ou la Cour de cassation, je ne sais plus, mais je crois que c'est le Conseil d'État parce que ça se passait dans un établissement où le Conseil d'État a réaffirmé que si un patient pouvait dire non à un traitement qui lui est proposé, il ne pouvait pas choisir lui-même le traitement à imposer au médecin. Et je pense que c'est éminemment important sur le plan éthique. Et je crois qu'il y avait un de mes confrères qui avait écrit dans une revue, et le titre de l'article c'était « Dans mes mains ». Dans mes mains, ça veut dire que telle technique est valable dans mes mains, mais elle n'est pas forcément valable dans les mains du suivant. Et en chirurgie, la connaissance et la masse, enfin, les informations qu'on peut donner, qui ça, ces informations, elles peuvent être, on peut les retrouver sur Internet, etc. On ne peut pas transmettre en 5 minutes, en une demi-heure ou en 1 heure, une expérience personnelle de ce qu'on peut faire ou pas faire vis-à-vis d'un patient. Et ça, c'est le dialogue singulier qui ne doit pas être séparé de l'acte. Pour finir, c'est un problème qui est tout à fait réel, puisque vous savez que maintenant, en cancérologie, ce n'est plus le chirurgien qui va intervenir sur un cancer qui décide, c'est une consultation multidisciplinaire qui prend la décision, quelquefois même en l'absence du chirurgien qui fera l'acte. Or, il est certain que la qualité individuelle du chirurgien prédispose à telle ou telle technique et au résultat. Et c'est un premier pas vers une décision collective qui pose certainement des problèmes éthiques, peut-être pas en termes d'éthique utilitariste, mais en termes d'éthique déontologique et de droit de la personne. Je vous remercie de cet avis. Je voudrais juste... oui, pardon. Vous vouliez poser une question ? Je voulais juste apporter une précision à propos du sens des mots avec la remarque de Vallée. Le mot décision et le mot délibération ont une signification tout à fait différente. La décision, in fine, revient au chirurgien, au médecin, dans le colloque singulier. Thomas Gerhardt l'a dit, tu l'as dit toi aussi d'une certaine manière. Et en amont, il y a, tous les textes de loi vont dans le même sens, les juristes le confirmeront sans doute, la nécessité, l'obligation d'une concertation multidisciplinaire. Ce sont ces fameuses RCP qui existent dans beaucoup de domaines, la cancérologie, la réanimation et bientôt dans d'autres disciplines, parce que vous les avez aussi pour les implantations de prothèses et sans doute pour le cœur aussi. Cette phase de délibération, elle donne une proposition, elle donne ce qui est sur la base des données scientifiques, a priori la meilleure solution par le consortium, auquel peut participer d'ailleurs le chirurgien qui va prendre en charge le malade pour lui donner son avis. Et c'est à partir de cette proposition que dans le colloque singulier sera prise la décision. Et quand on mélange indifféremment le mot de décision et de délibération, on crée, je crois, une confusion qui est nuisible à la compréhension du public. Complètement. Et d'ailleurs, vous parliez des procédures concernant l'application ou pas des directives anticipées. C'est une procédure collégiale qui est réglementée par la loi et par les décrets correspondants, mais la procédure collégiale n'est pas une décision collégiale. On est bien d'accord sur cette nuance. Et en effet, dans toutes les procédures collégiales, que ce soit celle de limitation de retraitement, de sédation ou de refus des directives anticipées, qui ont quelques variantes mais très légères, la décision revient au médecin en charge du patient. Même s'il y a d'autres médecins qui sont consultés, les avis sont mentionnés, ils sont tout à fait... Il y a une progression dans la compréhension de la décision, des avis, etc. Mais la procédure collégiale n'est pas une décision collégiale.
C'est un point qui est en effet important à préciser. Merci de cette précision. Non, mais je veux juste parler des réunions de concertation multidisciplinaires. Je veux dire, si le chirurgien est absent, il a tort parce qu'il est absent. Le problème, c'est que quand c'est multidisciplinaire, il faut que ce soit réellement partagé. C'est-à-dire que si c'est l'oncologue qui est propriétaire de la réunion, il y a un problème. C'est pour ça que dans tout ce qui est multidisciplinaire, il faut que tous les intervenants soient représentés. Et on peut pas, en matière de cancer, on ne peut plus dire aujourd'hui, on est obligé, en tant que chirurgien, on a une obligation de faire ce qu'on nous a demandé de faire. Il fallait être là au moment de la négociation, c'est-à-dire introduire chez les autres, aussi chez les autres décideurs, toute la difficulté. C'est-à-dire que bon, nous, on est confrontés, par exemple, à la chirurgie des sarcomes, c'est des grosses tumeurs des parties molles. Il y a des gens qui disent qu'il faut... Bon, je vous donne un exemple, vous avez une tumeur, elle est à côté de l'œil, et il y a quelqu'un qui vous dit, bon, mais il faut passer à 2 cm. D'accord? C'est pas à 2 cm, mais à 2 cm, on enlève l'œil. Donc, la discussion, elle va consister à trouver le meilleur compromis qui ait la meilleure chance d'enlever la totalité de la chose en pouvant la réparer et sans créer un préjudice. Il ne faut pas simplement appliquer... Chacun a ses ABAP, chacun a sa façon de réfléchir, mais l'intérêt de la concertation, il est là. Donc, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui... Le chirurgien, il n'a plus droit. Et moi, par exemple, on fait beaucoup de cancers du sein. Aujourd'hui, on a des chirurgiens plastiques, nos jeunes chirurgiens, ils font le diplôme d'oncologie. Simplement pour pouvoir participer à ces réunions de façon honnête et équivalente, et pas les subir. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous mes confrères chirurgiens et M. Gerhardt en plus. C'est vrai que c'est relativement rare de voir une table ronde presque exclusivement chirurgicale. Je vous remercie infiniment et je pense qu'on peut applaudir tous les intervenants qui nous ont